Est-ce que vous m'entendez? Ok. Bonjour Raphaël, bonjour Philippe, bonjour Bringer, bonjour Démé, bonjour Mireille, bonjour Christophe. Donc tout va bien. Je vous remercie. Euh, donc visiblement le son est correct. Alors je suis heureux de vous accueillir ce matin. J'espère que tout va bien pour vous, en particulier au niveau de la santé pour vous et pour vos proches. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la 6e conférence concernant la prospection pour toutes les personnes qui sont nouvelles. La posture que j'ai dans ce cycle, dans cette masterclass, c'est celle de l'utilisation du marketing personnel comme vecteur, catalyseur de la prospection commerciale en B2B. Donc c'est ça mon angle d'approche, si vous voulez. Et là, nous en sommes à la 6e conférence. La prochaine étant, je crois, la semaine prochaine, oui. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le closing d'une vente. Alors, si vous n'avez pas de son, reconnectez-vous avec Chrome et regardez si le son est mis sur votre ordi. Donc, tout le monde peut dire à Christophe les sons, oui, nous sommes très nombreux et donc on va utiliser le chat pour communiquer, hein, Christophe. Donc je continue, excusez-moi. Donc je continue. Alors je mets pas ma vidéo parce que Internet peut avoir des vicissitudes et donc je suis pas sûr que le débit soit tout le temps constant. Malheureusement, on a constaté ça sur nos bureaux. Donc voilà, c'est pour ça que je mets que ma photo. Alors, un point important, j'ai mis en haut du chat, vous avez newsletter prospection. Donc, si le sujet de la prospection vous intéresse, je publie un article par mois qui est généralement un retour d'expérience sur un cas. Et je fais ça sur LinkedIn et vous pouvez vous abonner donc à la lettre sur LinkedIn. Donc là, vous avez le lien pour le faire. Si vous vous abonnez, vous serez informé par LinkedIn de la parution de la lettre mensuelle. Et cette lettre mensuelle, c'est vraiment à chaque fois un retour d'expérience positif sur un cas, sur quelqu'un qui était confronté à un problème et puis qui en est sorti par le haut. Et donc, c'est toujours ce type d'histoire que je raconte dans la newsletter. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner, comme je le fais systématiquement, une série de retours d'expérience qui puissent vous inspirer et vous permettre de réfléchir à votre propre situation en matière de closing. Donc ça, je vais faire ça dans la conférence. Et comme d'habitude, je propose un entretien individuel pour ceux avec qui nous ne travaillons pas.
Donc un entretien au cours duquel vous pourrez m'expliquer quel est votre business et quels sont vos objectifs et les problèmes que vous rencontrez. Et puis à partir de là, si je peux vous aider, je vous expliquerai comment, et surtout, je pourrais aussi vous donner un retour d'expérience circonstancié par rapport aux difficultés que vous avez. Donc tout ça, on le fait tout à fait gratuitement, hein. C'est pour que chacun puisse avancer sur son projet et être aidé. Je ne vais pas y revenir là, puisque là, je l'explique, notre démarche lors de la première conférence. Ceci étant, bien sûr, si on peut vous aider, on vous dira comment. Nous, notre modèle économique, c'est de travailler avec nos clients pour les aider, les accompagner pour obtenir des rendez-vous commerciaux. Donc, c'est ça notre façon de travailler. On a un programme de prospection et nous travaillons en quelque sorte comme des agents d'artistes. Et chacun de nos clients paye une mensualité pour ce travail d'accompagnement sur la prospection opérationnelle qui oscille entre 195 et 390 € par mois. Donc, ça, c'est notre modèle économique, c'est la façon dont nous vivons. Mais dans cet entretien, il est évidemment gratuit, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun engagement de votre part. Le but, c'est de partager un retour d'expérience et une stratégie avec vous en fonction de votre business. Oui, Bellon, vous pourrez, vous allez recevoir un mail à l'issue de cette conférence. Vous aurez même un rappel demain qui vous indique le lien pour prendre rendez-vous avec nous et dans lequel, en fait, vous avez tous les replays des conférences. Alors, justement, si vous souhaitez, et je vous y invite vraiment, et que si on n'a jamais échangé, là, je vous ai mis directement ici en haut, prendre rendez-vous, cliquez ici, c'est mon agenda personnel. Celui que vous recevrez dans le mail, c'est celui de notre équipe. Mais là, je vous ai mis vraiment mon agenda perso pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Donc, vous accédez directement, si vous cliquez, vous avez mon agenda avec des créneaux disponibles pour qu'on puisse échanger sur votre situation. Voilà. Alors, le but dans cette conférence, ce que j'ai envie de vous dire, la première chose, c'est que la vente, c'est un process. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont qui ont des compétences commerciales, mais en fait, si vous me demandez, vous, Monsieur Faucon, quelle est au fond votre singularité par rapport à ces questions commerciales? C'est quoi ce qui fait votre vision, la spécificité de votre vision? Je vous dirais, je ne sais pas si c'est une spécificité, mais moi, je suis toute ma vie, donc j'en suis arrivé à la conclusion, vraiment, et c'est toute mon expérience de la vente, c'est que c'est un processus. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on ne naît pas vendeur, on le devient, et on le devient en maîtrisant l'ensemble de ces processus. Et à chaque étape, si vous voulez, la vente, c'est un petit peu comme fabriquer un produit industriel, c'est-à-dire que, par exemple, si vous fabriquez du carrelage, eh bien, il va falloir faire la sélection des matières premières. Ensuite, il va falloir faire de la compaction des poudres. Ensuite, il va falloir faire la pose de l'émail. Ensuite, il va y avoir le processus de cuisson. Ensuite, il va y avoir les problèmes de contrôle qualité. Et s'il y a un problème à un endroit là-dedans, de toute façon, la prod, elle ne sort pas. Donc, il suffit d'un problème dans un processus pour que
en fait, tout le processus n'aboutisse pas. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, en fait, il va falloir closer à chaque étape du process de la vente. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une conclusion. Closer, ça veut dire qu'il faut conclure, et il faut conclure à chaque étape, il faut conclure positivement, si vous voulez. L'enjeu, c'est pour passer à l'étape suivante. Et très souvent, je vois des personnes qui ont des difficultés sur un point. Donc, et parfois, on n'est pas conscient, en fait, d'où viennent les problèmes. Et voilà, et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision globale sur l'ensemble des processus. Ce n'est pas la vente, c'est pas un problème de LinkedIn, ou c'est pas un problème d'acquisition de contacts, ou c'est pas un problème d'obtention de rendez-vous, ou c'est pas un problème de conclusion pour faire une offre. Si vous voulez, c'est à chaque étape, c'est tout, c'est l'ensemble de tout ça. Et il va falloir que ça marche à tous les niveaux. Alors, on peut comparer aussi ce processus à une course. On est tous des athlètes et puis on peut faire des bonnes courses comme des mauvaises courses. Mais c'est évident que si on n'a pas préparé, on risque d'être très mauvais. Et puis la préparation, parfois, ne suffit pas. Il faut avoir le mental, hein, si vous voulez, le jour de la course. Enfin, encore une fois, c'est une succession de détails. Alors, petite histoire. Donc, Thierry, pour vous prendre le cas d'une course, ce que j'appelle une course parfaite. Donc, Thierry est gestionnaire de paie et en fait, il a une offre pour aider. Alors, je m'assure que tout va bien. Oui. Donc, Thierry a une offre pour les gestionnaires de paie qui sont salariés et qui veulent devenir indépendants, donc qui veulent monter leur cabinet. Donc, l'objectif, c'est de commercialiser cette offre, cet accompagnement auprès de gestionnaires de paie voilà, qui veulent monter leur cabinet. Donc, première chose, bah, si vous démarrez votre activité, première chose, il va falloir développer un réseau de gestionnaires de paie. Voyez. Et puis, ensuite, il va falloir donc avoir leurs coordonnées. Bon, ça, on va l'utiliser sur LinkedIn. Il faut que les gens acceptent la relation, c'est la première étape. Donc, il faut que la présentation du profil soit bonne et la façon de contacter les gens soit bonne. Donc, dans son cas, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, on n'a pas cherché à obtenir un rendez-vous lors de la prise de contact. On a simplement voulu que les gens acceptent la relation et on les a invités à une conférence sur la carrière des gestionnaires de paie. Vous voyez ? Donc, pour réussir la transformation, que les gens acceptent la relation et que donc cette acceptation soit facilitée, le taux de transformation soit élevé. Donc, démarche de prise de contact sur LinkedIn avec invitation à la conférence sur la carrière des gestionnaires de paie. Donc ça, c'est la première chose. Donc, il y a des gens qui arrivent dans la conférence. Alors, vous savez, la première conférence que Thierry a fait, il y avait 3 personnes qui étaient présentes. Donc, c'était pas comme aujourd'hui, si vous voulez. Hein. Donc, donc, 3 personnes présentes. Mais l'enjeu de ces de cette conférence, bah, c'est que Thierry explique à ces personnes, au fond, que le final de la carrière d'un gestionnaire de paie, si vous voulez, qu'à un moment donné, l'avenir du gestionnaire de paie, celui qui est intéressant, bah, c'est qu'il monte son propre cabinet, qu'il devienne indépendant. C'est vraiment, ça a été l'évangélisation dans la conférence. Et puis, à partir de là, bah, il faut que les personnes prennent rendez-vous. Et en fait, les 3 personnes ont pris rendez-vous parce qu'ils ont été convaincus par ce que disait Thierry. Donc, et
dans le rendez-vous, donc vous voyez 100% de prise de rendez-vous. Ça, c'est très intéressant, 100% de prise de rendez-vous. Et puis après, les personnes arrivent dans le rendez-vous et Thierry, en fait, a bien identifié quel est le problème du gestionnaire de paix qui souhaiterait monter son cabinet, mais qui a peur. Ben, il a peur parce qu'il prend des risques. Il est salarié, il touche un salaire, et en fait, il ne veut pas s'engager sans avoir vérifié qu'il va réussir. C'est ça l'idéal. Et ben, c'est pour ça que Thierry a mis au point une offre qui est excellente. Donc ça, c'est la problématique de l'offre. Donc une offre qui est excellente, qui s'appelle Side Project, et qui est de proposer aux gestionnaires de paix salariés donc une formation qui peut suivre en restant salarié et qui va lui permettre de tester son projet, dans laquelle il inclut en plus une dimension d'analyse de marché et de test d'implantation, si vous voulez. Donc, ça va permettre en plus à la personne de bénéficier d'un financement de sa formation. Donc, l'offre est franchement, elle est très bonne. Et donc, pour les 3 personnes qui étaient présentes à sa conférence, qui ont toutes les 100% pris rendez-vous, 100% ont eu une offre et 100% ont accepté cette offre et ont signé. Donc, vous voyez que, en fait, c'est une série de closing là, et qui est le résultat d'un excellent travail à toutes les étapes, vous voyez. Et là, il y a un vrai tunnel de vente qui se met en place et puis qui est vraiment, en fait, ce que propose Thierry, c'est vraiment très intéressant pour des gens qui ont un projet qui veulent quitter le salariat et devenir et monter leur aventure entrepreneuriale. Donc, voilà un exemple, si vous voulez. Et bien ça, il faut arriver à le construire pour chacun d'entre nous. C'est ça le but. Et vous comprenez, avec cette idée que c'est un process qu'il faut construire, en fait, ce n'est pas du tout gagné et évident. Il faut avoir une vision sur l'ensemble du processus. Alors, je vous ai quand même listé une série d'objections à la vente que vous devez avoir en tête, qui sont des objections assez traditionnelles. Et puis, je vais vous montrer à travers 3-4 cas comment on les dépasse. Donc, objection traditionnelle, le projet n'est pas urgent, ou vous n'avez pas d'expérience, ou votre interlocuteur vous dit « je ne suis pas décideur », ou le risque du projet, il y a un risque important pour l'organisation et donc la personne ne prend pas de décision. Et puis, le prix est trop cher. Vous voyez, c'est un petit peu des objections que vous devez avoir en tête. Vous pouvez faire une offre et puis, en fait, on va vous sortir ce type d'objection. Alors, vous n'avez pas d'expérience. Donc, je vais vous raconter, par exemple, mon cas. Parce que un jour, j'ai identifié à travers la discussion, c'était il y a 20 ans, à l'époque, je dirigeais une société qui faisait des moteurs de recherche et des systèmes de publication en ligne. Et en discutant avec une personne qui avait la responsabilité de monter un système d'archives pour CDCX6, donc c'est l'ancêtre de Natixis, la banque de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, au moment de la création de cette banque, donc, il y avait une personne qui devait monter le système d'archivage d'informations de la banque. Voilà. Et j'ai discuté avec cette personne et il ne savait pas comment faire. Mais moi, je ne savais pas non plus, si vous voulez. Je n'avais aucune expérience dans la banque. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai été regarder ce que faisait la Société Générale. Donc, j'ai fait fonctionner mon réseau. Il se trouve que je travaillais, enfin, ma société, donc ma boîte travaillait à la salle des marchés de la Société Générale. Donc, j'ai demandé à un trader s'il pouvait nous faire visiter tout le dispositif de la banque en matière d'archivage, donc à la tour de l'ASG à la Défense, ce qui m'a permis de comprendre et de voir comment était fait.
Et je suis allé, j'ai pris le train et je suis allé au CEA, à la direction des applications militaires, puisque pour ceux qui connaissent mon histoire, je suis un ancien chercheur du commissariat à l'énergie atomique. Donc, il se trouve que le CEA a vraiment une vision stratégique sur la gestion de l'information, puisqu'il gère des informations extrêmement stratégiques concernant, par exemple, nos systèmes d'armes nucléaires. Et donc, à travers à la fois l'expérience du CEA et l'expérience de l'ASG, j'ai pu revenir vers la banque en leur disant, écoutez, vous avez deux stratégies. Stratégie A, vous copiez la Société Générale. Stratégie B, vous allez exploiter l'expérience du CEA pour monter une nouvelle approche de gestion des archives qui va vous coûter 10 fois moins cher. Et je leur ai proposé, pour commencer, un test, une preuve de concept, si vous voulez, à 200 000 € à l'époque. Et pour voir une étude de faisabilité, si vous voulez. Bon, eh ben, j'ai fait la vente alors que j'avais zéro expérience. Mais vous voyez que j'ai compensé ça en allant chercher des informations extrêmement pertinentes pour le client. Donc ça, c'est une manière de s'en sortir quand on n'a pas d'expérience. Ne pas avoir d'expérience, on peut le compenser en ayant vraiment un très bon niveau d'information qu'on va chercher et qui va percuter auprès du client. Mais ça, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire dans votre cas. Alors, le projet n'est pas urgent. Ça, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de Catherine qui vendait de l'optimisation des parcours de formation auprès de responsables de formation. Et en fait, quand on a contacté des responsables de formation, on en a contacté 200 ou 300 le premier mois où on a bossé ensemble pour l'aider à prospecter, on a eu 0 entretien, 0 rendez-vous, rien de rien. Vous voyez, la catastrophe, le néant. J'avais jamais vu ça. Et en fait, les responsables de formation, c'était mon analyse, ils s'en fichaient des parcours de formation de leurs salariés. Vous voyez, c'est un peu ça, moi, mon retour d'expérience. Mais en discutant avec Catherine, on s'est rendu compte, on lui disait, mais vous êtes sûr que ce n'est pas le dirigeant qui est la personne, la bonne cible et tout ça. Nous, on était convaincus qu'il ne fallait pas contacter les responsables de formation. Et Catherine disait, mais si, mais si, mais si, mais si. Et puis, en fait, à un moment donné, en discutant avec elle, on s'est rendu compte qu'elle avait une expertise complémentaire qui était sur les levées de fonds auprès des institutionnels, donc pour trouver des fonds pour financer les formations. Et en fait, au lieu de contacter ensuite les responsables de formation sur la question des parcours de formation, on les a contactés sur la question du financement auprès des institutionnels. Et là, on a eu plein de rendez-vous. Donc, en fait, là aussi, pourquoi? Parce que, en fait, si vous contactez les gens sur les parcours de formation, il n'y a aucune urgence là-dessus vis-à-vis de leurs salariés. En tout cas, pour les responsables de formation, nous, c'est ce qu'on a constaté. Mais par contre, il y a urgence à trouver de l'argent pour financer les formations. Ça, oui, ça, il y a une vraie préoccupation, il y a une vraie urgence. Donc, question pour chacun d'entre nous, c'est quoi, dans notre domaine d'expertise, l'urgence de nos prospects et de nos clients potentiels? C'est quoi l'urgence? Et c'est là-dessus qu'il va falloir jouer pour contacter les gens. Alors, je ne suis pas décideur. Donc ça, c'est typiquement, Nouad, par exemple, qui travaille sur les prestations informatiques dans les grands groupes. Ça, c'est un des aspects de son job de commercial. Donc, va être très souvent confronté à ça. C'est-à-dire que vous avez des interlocuteurs dans les grands groupes, dans les grosses organisations que j'appelle des organisations politiques qui n'ont absolument pas le pouvoir de décision. Alors, comme j'ai bossé beaucoup avec l'Asie dans ma vie professionnelle, il y a un proverbe chinois qui dit « Le grand arbre au milieu de la forêt, c'est celui qui tombe en cas de tempête ». Et puis, vous avez un autre proverbe qui dit « Le premier oiseau qui sort de la forêt, c'est celui qui prend
la balle du chasseur. Eh bien, figurez-vous, quand vous bossez avec l'administration ou que vous bossez avec des grands groupes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont un comportement cynisé, si vous voulez ça. La façon de fonctionner, c'est un peu comme en Chine. Les organisations politiques, en fait, vous avez, si quelqu'un sort de la forêt, il risque de se prendre la balle du chasseur. Donc, comment vous travaillez avec ce genre d'organisation? Vous devez créer le consensus. Vous devez avoir ça en tête. Si vos clients sont des grands groupes, si vos clients sont l'administration, vous devez avoir une stratégie commerciale qui va permettre de créer un consensus autour de vous et autour de votre offre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler l'influence. Et là, il y a des stratégies pour faire ça. Mais vous n'allez pas réussir à emporter le morceau en travaillant qu'avec une seule personne. Ça ne va pas marcher. Donc, voilà, ça, il faut avoir ça en tête en fonction de la structure que vous allez chercher à convaincre. Les stratégies ne sont pas les mêmes. Comment? Alors, Abou Mezrag, comment? Il faut me préciser votre question pour que je puisse y répondre. Et en attendant, je continue. Après, vous avez le risque du projet pour mon organisation. Donc, Pierre travaille sur le sens. Et le sens, c'est super, sauf que si vous mettez des équipes dans une organisation à réfléchir là-dessus, ça peut partir dans toutes les directions et ça peut devenir complètement incontrôlable. Donc, vendre cette offre aux entreprises, en fond, c'est compliqué. Leur dire, c'est important de travailler sur le sens, sur votre culture, tout ça. Tout le monde est conscient de ça. Mais en fait, c'est compliqué à commercialiser. Ceci étant, ce qu'on a fait avec Pierre, c'est qu'on a réfléchi à des situations très spécifiques dans lesquelles il y a forcément la solution passe par un travail sur cette question du sens. Et en fait, on en a identifié une que je vous partage, mais il y en a d'autres, qui est celle des associés, des gens qui constituent une société ou qui sont ensemble dans une société et qui se disputent. Vous voyez, c'est un peu comme dans un couple, vous vous disputez parce que l'un veut aller dans une direction et l'autre veut aller dans l'autre. Ben, en fait, là, on est clairement dans un conflit qui peut être très grave pour la société et en fait, où la solution, elle doit passer par se recentrer sur le sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui nous unit. Et dans cette situation, là, on peut faire quelque chose et les gens sont prêts à dépenser de l'argent et à investir pour ce cas concret. Vous voyez? Donc, en fait, et ça oriente la prospection. Ça veut dire qu'on ne va pas aller chercher, par exemple, des sociétés du CAC 40, vous voyez, sur ce genre de problématique. Donc, il faut bien réfléchir à son offre et qui peut être concerné et pour lequel il va y avoir une vraie valeur et une prise de risque moindre. Si déjà vous êtes en train de vous disputer entre associés, de toute façon, ça ne peut pas être pire. Vous voyez, donc, il y a un intérêt à travailler avec Pierre. Donc, voilà comment on en est sorti par le haut. Alors, le sens de l'influence. Comment travailler sur l'influence? Eh bien, vous devez constituer un réseau. Par exemple, si vous voulez gagner comme client la Société Générale, par exemple l'IT de la Société Générale, puisque Nouad vend des prestations informatiques à des grands groupes, vous voyez. Et si je prends par exemple la Société Générale, eh ben, il va falloir récupérer tous les contacts qu'il y a à l'IT de la Société Générale, par exemple tous les DSI, et vous allez commencer à les nourrir avec du contenu pour qu'ils vous connaissent. Et vous allez, et sur l'innovation et sur la réflexion, vous allez avoir une vraie stratégie d'influence auprès de ces décideurs, de façon à ce que quand vous discutiez avec les uns ou les autres, ils vous connaissent tous.
Donc, vous voyez, vous allez, c'est pour ça que je parle de stratégie d'influence. C'est pas de l'approche directe, du one-to-one qui va être suffisante. Il va falloir inonder toute l'informatique de la Société Générale sur votre vision en matière d'innovation. Et ça va marcher. Donc, dernière expérience, je crois, enfin, bon, la question du prix. Le prix, on va toujours vous dire c'est trop cher. Alors, je vous prends l'exemple vrai, hein, je précise, c'est un vrai exemple. L'histoire de Gilles qui a vendu du sable d'Australie dans la péninsule arabique. Donc, vous imaginez, hein, là-bas, en Arabie, ils ont du sable. Hein, ils ont du sable. Hein. Je parle de l'Arabie. Et que les gars, là, ils vont être capables de dépenser de l'argent pour faire venir du sable d'Australie. Bon, mais quand vous y réfléchissez, vous vous dites, c'est dingue. Eh bien, si c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il faut donner de la valeur au produit. Et là, le sable d'Australie, il est extrêmement spécifique, en partie pourquoi en matière d'agglomération, ouais, je ne sais pas si on dit ça, de granulométrie, si vous voulez, pour s'agréger, et en particulier il a des propriétés induites qui sont super importantes pour faire des îles artificielles. Donc, en fait, et c'est ça la force de Gilles, c'est qu'il a convaincu les Arabes de la péninsule arabique. Donc, vous avez à Dubaï, au Qatar, vous avez des projets d'îles artificielles, vous voyez, et il les a convaincus que en fait, ce sable avait beaucoup plus de valeur que en fait, le sable qu'ils avaient chez eux. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de le faire venir. Donc, ils ont pris conscience de la valeur de ce produit. Bon, bah ça, c'est notre travail à chacun d'entre nous. C'est de donner de la valeur à ce qu'on vend. Si vous avez des gens qui vous disent c'est trop cher, c'est qu'ils n'ont pas compris la valeur de votre produit et la force. Sinon, il n'y a pas de discussion. Le mieux, c'est quand ils vous disent c'est pas cher. Waouh, c'est pas cher. Ah ben là, vous avez bien fait votre travail. Vous voyez? Mais la question, c'est comment je donne de la valeur à l'autre par rapport à mon offre. Et bien ça, c'est par rapport à son problème. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut avoir compris vraiment son problème. Le problème là de nos amis du Qatar et des Émirats arabes unis, c'est qu'ils veulent construire un type d'île artificielle qui a telle et telle propriété et que ça implique forcément un type de sable qu'ils n'ont pas chez eux. Vous voyez, c'est tout à fait, c'est un achat raisonné. C'est pas, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils l'ont fait parce qu'ils en avaient besoin. Mais à chacun d'entre nous, c'est la même chose. Nous devons identifier véritablement quels sont les problèmes de l'autre et lui montrer pourquoi notre offre, elle est absolument stratégique pour lui. Voilà. Alors, n'oubliez pas le suivi. L'offre que vous faites, elle doit être, il faut que vous validiez qu'elle a bien été reçue. Est-ce que moi, j'envoie un mail 3 jours après pour demander à la personne est-ce que vous avez besoin d'aide, et nous, on fait des relances 1 mois après et 2 mois après. Et on a constaté que si on ne fait pas ce processus, on perd 50% d'efficacité. C'est-à-dire que la relance, bah, c'est normal, hein, c'est la même chose pour nous tous. Si on n'est pas relancé, bah, on va oublier. Donc, il faut relancer les gens. Voilà. Donc, en conclusion, la vente, c'est un process complexe où chaque détail va compter. Votre photo sur LinkedIn peut vous planter tout votre processus. Par exemple, j'ai vu une conférence il n'y a pas longtemps
pas plus tard qu'hier, parce que on me demandait comment ça se faisait qu'il y avait très peu de rendez-vous qui avaient été pris. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un lit derrière le conférencier. Donc, le conférencier est quelqu'un de très bien, exceptionnel, tout ce que vous voulez, sauf que voilà, il y avait un lit derrière lui. Bon, bah, le lit, ça tue complètement la conférence. Donc, vous voyez que le moindre détail va compter, positivement ou négativement. Donc, un échec doit nous faire grandir, c'est-à-dire que l'échec, on en a tous. N'importe quel athlète va malheureusement planter des courses, hein. Y compris un grand champion. Donc, la question, il faut trouver les raisons de cet échec. Donc, et pour trouver le dysfonctionnement dans un process, eh ben, en fait, il faut avoir une approche test and learn. Moi, je vous dis. C'est-à-dire que si vous êtes en train de réfléchir sur votre process de prospection, en gros, le meilleur moyen d'identifier les problèmes, c'est qu'on le fasse ensemble. Parce que là, on va pouvoir voir. C'est pour ça que moi, si un jour on bosse ensemble, la première chose qu'on fait, c'est on contacte 300 personnes qui sont des clients potentiels pour vous. Et puis on voit, on va essayer de le faire bien, mais on va forcément avoir des problèmes, hein, parce que la vie, c'est comme ça. Et l'important, c'est d'identifier quels sont ces problèmes et de les résoudre pour arriver finalement à construire le tunnel de vente. Voilà, c'est ça la seule manière efficace d'y arriver selon moi. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions avant que je conclue? Normalement, on termine à 45, donc il nous reste quelques minutes et je conclurai vers 44. Ah, Véronique, c'est gentil. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si ça l'est vraiment, mais en tout cas, ça me fait plaisir que vous me disiez ça. Alors, ne pas oublier le suivi. Ok, je reviens dessus. Philippe, quelle est l'approche pour un marché avec peu de prospects? Ben Pierre, c'est ce qui se passe avec l'exemple de Thierry sur les gestionnaires de paix. Vous savez, il n'y a pas énormément de gestionnaires de paix sur LinkedIn. Vous voyez, il y en a moins que des coachs, par exemple, hein. Donc, il faut les cibler. Il faut les cibler. Il faut cibler vos prospects. Hier, vous voyez, j'étais avec une personne qui s'appelle Philippe. Philippe, il travaille sur l'acceptabilité sociétale des projets énergétiques. Donc, ses clients, c'est des gens qui ont des projets, par exemple, de méthanisation. Et donc, parmi ces gens-là, il y a les agriculteurs. Et il me disait, Pascal, il n'y a pas d'agriculteurs sur LinkedIn. Et je vous assure, j'ai tapé agriculteur et je lui ai dit, Philippe, il y en a 4000 sur la France dans mon réseau de niveau 2. C'est-à-dire, c'est même pas tous les agriculteurs. Donc, ce qui est impressionnant sur LinkedIn aujourd'hui, c'est quand même qu'on trouve pas mal de gens. Donc, je pense qu'on peut faire un travail vraiment qualitatif d'identification des personnes ciblées. Et puis, vous voyez, Pierre, par exemple, parfois, on me dit, bah oui, mais moi, je cherche, par exemple, des dirigeants d'entreprise qui vont bientôt prendre la retraite. Et comment je fais pour le critère d'âge, par exemple? Bah, en fait, ce critère n'existe pas sur LinkedIn, hein, vous rentrez pas votre âge dans le moteur de recherche, ça, c'est pas possible. Mais en fait, si on peut, il y a des artifices pour pouvoir trouver, par exemple, des gens. Il y a des artifices pour trouver des gens de nationalité. Il y a des communautés. On peut, en faisant réfléchir notre intelligence, on s'aperçoit qu'on peut vraiment être extrêmement intelligent et arriver à trouver les bonnes cibles. Voilà. Alors, oui, bien sûr, préparé, mais ma question était spécifique à la démarche d'amélioration.
Bah, écoutez, on en discute en meeting parce que je vois pas. Il faut que vous m'expliquiez votre business, Pierre. Alors, comment cibler et comment comprendre le problème de notre prospect, Bellon? Eh ben, en l'interviewant, Bellon. Il faut, vous voyez, moi, j'écris des articles. J'en ai fait à peu près 250 sur LinkedIn. Et tous mes articles parlent, absolument tous, hein, de cas, de personnes qui sont confrontées à une problématique. Et puis, j'essaye de montrer, parce que je fais que de la communication positive, donc comment ils en sont sortis par le haut. Vous voyez, ça ne m'intéresse pas de critiquer les personnes, les gens. Ce qui m'intéresse, c'est de valoriser des expériences positives. Donc, mais pour avoir ça, bah, il faut que j'échange avec les gens. Puis c'est les échanges que vous, moi, nous pourrons avoir qui peuvent m'aider et me nourrir ma réflexion. Bon, ben pour ça, il faut que j'ai des rendez-vous avec les personnes. Vous voyez ça? Donc, en fait, le but pour comprendre les problèmes de nos prospects, je dirais, bah, c'est de parler avec eux et d'avoir des rendez-vous. Et puis ensuite, d'avoir une démarche qui est orientée sur eux, décentrée sur eux dans les entretiens. Donc, vraiment être à l'écoute. Et ça se travaille. Il y a des plans d'entretien, Bellon, qui vont, si vous avez des difficultés pour écouter, moi, c'est mon cas, hein, je me mets là-dedans, c'est-à-dire que je ne suis pas une personne enfin, ma femme est beaucoup plus dans l'écoute que moi, mais quand je suis en entretien avec des clients ou des prospects, ben, j'essaye d'écouter et j'ai un plan structuré, vous voyez, puisque je vous ai dit que la vente est un process, ça veut dire qu'on peut travailler sur la manière dont on gère un entretien et arriver de cette façon à orienter l'entretien pour que l'autre ait confiance en nous et nous partage ses problèmes pour qu'on puisse ensuite l'aider. Mais si on ne crée pas la confiance et si on n'est pas, nos questions ne sont pas travaillées, bah évidemment, c'est compliqué. Alors, comment motiver nos équipes commerciales en 3 points, Emmanuel? Alors, ce n'est pas l'objet de la conférence, Emmanuel, la motivation. Là, je suis plus sur le causing. Je fais une conférence dans le cycle sur l'inspiration comme moteur de la vente. Donc, je vous invite à venir dans cette conférence qui est vraiment l'inspiration transmise par le dirigeant, vous voyez. Enfin, moi, je pense toujours à Elon Musk, qui est pour moi quelqu'un d'extraordinaire. Donc, eh ben, en fait, l'inspiration, c'est souvent ce qui va donner aux équipes commerciales l'envie déjà de se battre, de se défoncer pour un projet qui est inspiré, si vous voulez. Aller travailler pour SpaceX, c'est super inspirant. Et on a envie de se défoncer, parce que là, le projet, c'est quand même un truc de dingue. Mais en fait, chaque chose de ce que nous faisons, nous, quelque part, il est inspiré. En tout cas, une des choses sur lesquelles on va travailler, c'est cette inspiration. Parce que si vous voulez, Emmanuel, c'est pas simplement inspirer vos équipes commerciales, c'est inspirer vos prospects et vos clients. C'est inspirer tout le monde avec votre projet. Et ça, c'est pour ça que j'en ai fait une conférence, parce que l'inspiration peut être un énorme moteur pour vendre et pour que les équipes de vente croient et se défoncent. On se bat d'autant plus qu'on croit en ce qu'on fait. Et c'est ça la question de l'inspiration comme moteur de la vente. Christine, date des études, pas de problème. Pas de problème. Âge, date des études, tout ça, on peut trouver les personnes. L'endroit, le site géographique, oui, bien sûr. On peut, discutons-en en meeting. Alors, ce que je vous propose, c'est de conclure
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, bien sûr. Je vous invite à vous abonner donc à ma lettre. Mais je veux terminer cette conférence en vous disant, parmi vous, il y a des personnes qui ont des responsabilités commerciales, donc qui impactent à la fois leur vie, leurs équipes, leurs projets d'entreprise. Hein. Si vous êtes dirigeant ou directeur commercial ou consultant ou coach, vous, en fait, de votre efficacité de votre efficacité commerciale dépend la vie de vos proches et celle de vos collaborateurs et bien sûr de vous-même. Donc, si vous êtes dans cette situation, vraiment, je vous invite à prendre rendez-vous donc avec moi, parce que ma promesse dans ce rendez-vous, c'est qu'on réfléchisse ensemble à la façon dont votre marketing personnel va pouvoir être utilisé pour développer votre projet, pour que vous réussissiez et pour que finalement les obstacles que vous rencontrez pour closer soient résolus. Et en fait, on travaillera ou pas ensemble, peu importe. Ce qui est important, c'est que dans la demi-heure qu'on va passer ensemble, à l'issue de cette demi-heure, vous ayez une stratégie qui soit proposée et que vous pouvez tester ensuite vous seul ou avec notre aide. Mais voilà, n'attendez pas, si vous êtes dans la situation que je vous ai décrite, do it, faites-le, vous n'avez rien à perdre. Voilà. Eh bien, je vous souhaite, ok, restons inspirés et inspirants, tout à fait. L'inspiration, vous voyez Emmanuel, pour moi, la vente est ce que je fais aujourd'hui, notre métier, c'est un humanisme. Pour moi et pour toute notre équipe, quand on bosse pour quelqu'un, on est au service de l'image d'un artiste, si vous voulez, d'une personne. Et en fait, notre combat, notre objectif, en essayant de faire que cet artiste vende des disques, vous voyez, je compare l'entrepreneur, le chef d'entreprise, le directeur commercial, c'est quelqu'un qui a la responsabilité d'un projet, qui croit en un projet. Et nous, notre rôle, c'est de se battre pour que ce projet réussisse. Parce que la réussite du projet, elle passe par la vente. Et derrière, c'est le succès d'hommes et de femmes, c'est le succès de vie. Et c'est pour ça que nous, on croit énormément dans ce qu'on fait et qu'on se bat pour les gens avec qui on bosse. Voilà. C'est pour vous dire un peu notre vision sur le commercial. Pour nous, le commercial, c'est pas fourguer de la marchandise. C'est vraiment donner les moyens à un projet qui est génial de réussir. Voilà, c'est ça notre métier. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis j'espère donc à très bientôt pour échanger avec vous.